la parole maintenant à Bernard Ledoux pour présenter le conférencier, même s'il est très connu de tout le monde. Oui, donc nous avons ce soir le plaisir de retrouver Frédéric Boutoul à Saint-Émilion. Je dis retrouver car depuis 2011, Frédéric Boutoul est très présent dans notre cité comme directeur du plan collectif de recherche. En qualité de professeur d'histoire médiévale à l'université de Bordeaux-Montaigne et également où il exerce les fonctions de directeur du département d'histoire de l'UFR Humanité. Alors, le plan collectif de recherche, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans nos rapports moraux que nous présentons à nos assemblées générales. Je pense que vous l'avez tous en mémoire. Il faut le redire, c'est une chance inestimable pour Saint-Émilion de bénéficier de ce travail d'une équipe d'historiens explorant son passé pour renouveler et pour enrichir les connaissances, en particulier de l'époque médiévale, où, on le verra, notre plicité était grande dans la structure urbaine et politique de la Gascogne bordelaise. Alors la Gascogne bordelaise, c'est, si j'ai bien lu, c'est l'espace, le cadre géographique dans lequel vous menez vos travaux de recherche majeurs. Donc depuis votre doctorat, et puis je citerai votre dernière thèse dont le titre est « Société, pouvoir, peuplement des 11e, 12e, 13e siècles en Gascogne et dans l'espace Plantagenet ». Alors il faut savoir que ces travaux sont accessibles au public dans votre très bel ouvrage qui s'appelle « Le Duc et la Société, pouvoir et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise au XIIe siècle, 1075-1199 », qui est publié par Ausonius. Alors, sur le sujet de ce soir, eh bien, il va nous permettre de comprendre le contexte historique entourant une phase de construction des habitations de notre cité et de ses remparts. Phase très importante, constituant probablement une sorte d'apogée urbaine, se situant à la fin des années 1100 et jusqu'en 1300. Cet urbanisme et son architecture domestique vous seront présentés par la conférence et la sortie du mois d'avril, qui seront assurées par David Souni et Agnès Manuel, que vous venez de voir. Alors, simplement, il y a une charnière importante de la chronologie historique qui est à rappeler, car elle se situe au début de la période considérée. Et elle aura une influence fondamentale sur la destinée de cette Gascogne bordelaise. C'est en 1152 que le mariage entre Aliénor, duchesse d'Aquitaine, et son époux, le roi de France, Louis VII, est rompu par l'Église. Probablement d'un commun accord. Alors bon, oui, elle avait donné seulement deux filles à Louis VII, Aliénor, et je cite, « J'ai épousé, dit-elle, un moine et non un roi ». Bon, ils se sont séparés, bien sûr, c'est l'Église qui a accepté ça. La conséquence importante, c'est que le duché d'Aquitaine se détache alors de la couronne de France. Mais, deux mois après, elle épouse Henri Plantagenet, Aliénor épouse Henri Plantagenet, duc de Normandie, comte du Maine et comte d'Anjou. Alors, je cite encore, il est beau, athlétique, cultivé, de 10 ans son cadet. Bon, ça explique peut-être les choses aussi. Mais, ce remariage apporte ainsi l'alliance entre les domaines des Plantagenets, que je viens de citer, et l'Aquitaine, pour constituer un ensemble territorial qui couvrait plus de la moitié de la France actuelle. Alors, je cite encore, Louis VII se serait mis dans une colère noire en prenant cela. Bon, en tout cas, en 1154, et ça c'est le plus important, Henri Plantagenet monte sur le trône d'Angleterre, sous le nom de Henri II. Conséquence, notre cité se situe alors dans un vaste ensemble politique qui s'étend des Pyrénées à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Alors ceci, nos ancêtres en avaient-ils vraiment conscience? En tout cas, on le sait, cette saga matrimoniale explique le destin de la Gascogne jusqu'à une certaine bataille de Castillon, qui aura lieu 3 siècles plus tard, et aussi, probablement, nombre d'événements politiques et militaires vécus par notre bonne ville de Saint-Émilion durant cette période. Nous vous écoutons, merci. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil et puis pour cette invitation. C'est la première fois que je reviens
prononcer une conférence dans la salle gothique réaménagée, donc c'est vraiment très agréable. Et cette nouvelle conférence, donc c'était aussi pour répondre à l'invitation donc de Guy Petrus-Fignac et de la société, pour en quelque sorte donc donner plus d'épaisseur à la visite, à la conférence d'une part et à la visite que vous ferez avec Agnès Marin et David Souni, mes collègues, le 9 et le 11 avril, parce que dans l'idée, effectivement, c'était de vous montrer, de vous faire part donc, de très grandes avancées que le programme collectif de recherche dans lequel nous travaillons a produite en matière de connaissance du passé de la ville, et en particulier donc, de son passé médiéval. Et voilà, on s'était dit que c'était le moment de le faire parce que depuis maintenant plus de 3 ans que nous travaillons d'arrache-pied sur ce matériau qui est un très très bel objet d'histoire, un très très bel objet historique. Donc il y avait matière donc, à faire part de ces avancées. Donc en plusieurs temps, hein, ceci se fera. Moi, ce que je ferai dans un premier temps, en tant qu'historien de service, c'est la présentation du cadre contextuel, événementiel, et un petit peu en prolongement de ce que j'avais eu l'occasion de faire, puisque j'étais venu, à d'autres reprises, parler du passé médiéval de Saint-Émilion, mais plutôt au début de la période qui nous est documentée, c'est-à-dire le XIe, le XIIe siècle, et un peu le XIIIe, mais bon, je n'étais pas allé plus loin que ça, et en travaillant, en continuant à travailler, non seulement avec mes collègues, mais aussi pour la préparation de cet ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure, donc qui est en préparation dans la collection des cahiers du patrimoine et qui devrait sortir à la fin de l'année 2015. Donc je me suis rendu compte que la période postérieure, c'est-à-dire 13e, 14e et 15e siècle, celle de la guerre de 100 ans, celle des crises de la fin du Moyen-Âge, celle qui succède donc à l'apogée médiévale de Saint-Émilion, en fait était peu connue, tout simplement parce que peu de travaux avaient été consacrés. Et c'est un constat d'autant plus dépitant que j'ai fait que je me suis rendu compte que les sources sont extrêmement importantes, fiables et d'un accès facile. Ce sont donc les sources que les historiens utilisent. Alors les historiens utilisent aussi les sources archéologiques, on le sait bien ici à Saint-Émilion, mais on utilise aussi donc les textes. Et pour Saint-Émilion, on est quand même assez bien servi, non pas par les habituels pourvoyeurs de fonds que sont les établissements religieux, parce que les établissements religieux saint-émilionnais, donc qui sont le chapitre collégial de chanoines, est un chapitre de ce point de vue plutôt défaillant, on verra pourquoi. Et les religieux mendiants, les franciscains, les dominicains, n'ont pas, eux, je réactive ma petite souris, voilà, n'ont pas n'ont pas produit beaucoup de documents, et les documents bon, que l'on peut certainement trouver habituellement vis-à-vis de ce type de pourvoyeur de texte arrivent assez tardivement, à l'époque moderne. En revanche, ce sont les fonds laïques qui sont extrêmement bien fournis. D'une part, le fonds des archives de Saint-Émilion, de la mairie de Saint-Émilion, de la commune, le fonds d'archives communales, les archives municipales, qui est encore conservé donc, ici à la mairie, et que je ne connaissais quand même pas très très bien en fait. Et donc ces derniers temps, je m'y suis replongé, et je me suis rendu compte qu'il est d'une grande richesse, car il conserve beaucoup d'originaux, de privilèges qui viennent des rois d'Angleterre, et puis aussi des actes de la pratique, qui commencent à arriver plutôt sur la fin de la période, au milieu du XVe siècle. Première catégorie. Et seconde catégorie de sources laïques de cette époque, ce sont les archives de la chancellerie anglaise, les rôles de la chancellerie anglaise, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, donc, à partir de 1154, et ceci donc jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans, jusqu'à la bataille de Castillon, jusqu'à 1453, Saint-Émilion est resté dans l'Aquitaine anglo-gasconne, dans l'Aquitaine anglaise. Par conséquent, chaque fois que les rois-ducs, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, avaient à émettre un ordre de paiement, un mandat, quoi que ce soit, à l'attention donc des sujets gascons, des communautés gasconnes, des officiers du roi-duc, etc., eh bien, non seulement l'original partait, mais aussi, alors les originaux on en a retrouvé dans les archives municipales de Saint-Émilion, mais aussi les doubles étaient conservés et enrôlés dans les archives de la chancellerie anglaise, et ces séries-là, qu'on appelle les rôles gascons, sont en cours de publication. Il y a une grosse opération de publication numérique qui est diligentée, c'est un programme auquel je participe aussi, qui est
du fait des... pas trop... je crois que j'ai eu mon content d'émotion ce soir, avec un accident sur la rocade, voilà, donc bon, et donc, ces séries, les Rôles Gascons, donc, sont en ligne, il y a un travail d'édition auquel donc, je participe, et c'est une source aussi d'informations inédites, j'en ai trouvé quelques-unes. Donc pour faire cette présentation de cette période de l'histoire de la ville, j'ai choisi en fait de l'articuler en deux temps. D'une part l'apogée médiévale, le XIIIe siècle, et puis dans un second temps donc, le temps des crises, le temps du recul du peuplement, et comme fil conducteur, pour anticiper en quelque sorte de ce que vous verrez les 9 et 11 avril avec David Souni et Agnès Marin, eh bien, j'ai choisi de suivre en fait l'évolution du tissu urbain. Le fil conducteur, c'est le tissu urbain dans ses phases de dilatation, dans ses phases de contraction, avec quelques-uns des points qui permettent donc de l'appréhender dans ces mouvements-là et d'identifier aujourd'hui encore quelques-uns des vestiges qui permettent de bien appréhender ces évolutions. Donc, premier point, l'apogée urbain du XIIIe jusqu'au début du XIVe siècle. Alors, comme vous le voyez, il y a des archives, il y a des sources qui sont des sources textuelles. J'ai commencé là par cette diapositive de la plus ancienne des chartes conservées dans le fonds communal, qui est cette charte partie de 1241, et qui rapporte en fait un accord passé entre la commune de Saint-Émilion, un acteur important qui a été mis en place avec la célèbre charte de Falaise de 1199, et cette commune de Saint-Émilion, dirigée par son maire avec quelques-uns de ses jurats, qui passe un pacte à l'issue d'une grande guerre avec le vicomte de Fronsac. Voilà, c'est ainsi que c'est présenté, une grande guerre. Et donc le document est intéressant car on est en 1241 dans un contexte bien particulier qui précède des opérations militaires entre la France et entre l'Angleterre, et la paix porte sur un certain nombre de dispositions permettant de voir que déjà les Saint-Émilionnais sont très intéressés par le commerce fluvial, puisque les dispositions dont il est question dans ce texte eh bien, portent sur les nefs, les ancres, les maîtres d'équipage, les gréements, ainsi que les vins transportés dont on veut s'assurer de la sécurité dans le transport sur l'eau. Comme vous le voyez aussi, une grande partie des informations que l'on a sur cette période proviennent des travaux de mes collègues. Et ces planches-là que Agnès Marin et David Souni ont réalisées, il y en a beaucoup d'autres de ce grand travail qu'ils ont mené, permettent donc de voir la physionomie de ce bâti civil avec le lexique des formes qui est en cours d'élaboration, beaucoup d'études qui ont été menées sur quelques-unes de ces unités d'habitation, donc vous le voyez sur la planche de droite, celle dans laquelle nous sommes, qu'on appelle la maison gothique, mais qui est en fait plutôt romane à la base, et cela donc donne une impression d'ensemble, impression de croissance, de densification même du bâti intramuros, mais aussi, on va le voir, extramuros. Les acteurs de cette densification du bâti, ce sont les bourgeois, dont je viens de parler, dont on a une première liste dans cette charte de 1241, une première liste qui permet d'ailleurs d'esquisser des estimations démographiques. Et puis on a parmi ces textes quelques-uns justement qui donnent des précisions encore plus intéressantes sur la densification du bâti. Alors j'en ai choisi deux qui sont issus de ces fonds anglais. RG, c'est Rôles Gascons, les Rôles Gascons qui ont été édités version papier dans un premier temps par Francisque Michel, et on a ce texte, voilà, 18 mars 1291, un don en fief qui est fait par le connétable de Bordeaux, qui gère là à Saint-Émilion les affaires du roi, du domaine, et ce don en fief donc permet à un bénéficiaire, dont le nom est Guillaume Renaud de la Cadenne, de recevoir un emplacement à bâtir près de la porte de la Cadenne, dans un lieu qui s'appelle la porte de la Cadenne. Alors, emplacement à bâtir, très intéressant, parce qu'on voit effectivement
qu'il y a cette densification du peuplement. On le voit également au suivi des confronts de cette donation à fief, où l'on mesure là aussi l'existence d'emplacements à bâtir ou de maisons déjà construites, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces confronts, on a la mention d'une rue qui descend vers le Porge, c'est-à-dire vers le cimetière que vous imaginez, donc entre la porte de la Cadène et ce qu'est la place donc devant l'église monolithe, devant l'église souterraine. Et c'est la première mention textuelle, bien attestée chronologiquement, de cette cadène, de cette porte de la Cadène, dont le nom vient de la chaîne, vous le savez bien, hein, qui servait à limiter l'accès, non pas à la fermer complètement. Même constat à l'examen de second texte, celui qui est mis là un peu avant, le 27 juillet 1281, on est dans la même série des rôles gascons, avec une autorisation qui est accordée au maire et à ses successeurs du droit de bâtir des maisons ou d'autres édifices situés en avant des fossés. Donc on sait qu'il y a déjà des fossés, mais là, pour le coup, ce n'est pas surprenant. L'enceinte, on a quelques bonnes raisons de penser, hein, tant par l'archéologie que par les textes qu'elle a été mise en place, du moins le chantier a commencé, et dans les premières décennies hein, du XIIIe siècle, voire vers l'extrême fin du XIIe siècle, là, on en discute. Pour le coup, donc le peuplement hein, dont je vous parlais se poursuit en avant de cette enceinte, en tout cas en avant des fossés, et c'est un témoignage sans doute assez classique hein, d'une dilatation de l'espace urbain au-delà des fortifications. Alors au-delà des fortifications, au-delà de cette enceinte, on a encore d'autres témoignages à la fin du XIIIe siècle hein, de la densification du peuplement hein, dans cette proche périphérie. On ne peut pas encore parler de banlieue, vous allez voir pourquoi, mais dans cette proche périphérie, effectivement. Alors j'en ai relevé quelques-uns de ces témoignages. Les plus intéressants, les plus connus, ce sont ceux qui évoquent la mise en place et la création de couvents de mendiants, ces ordres mendiants, hein, ce qui sont les franciscains, les menus, on les appelle les mineurs aussi, et puis par ailleurs les dominicains, que l'on appelle aussi les prêcheurs, et qu'on appellera ultérieurement les jacobins. Alors, on arrive à dater hein, le moment où ceux-ci arrivent, avec la première mention du prieur des prêcheurs, qui est cité dans un texte de 1285, qui s'appelle Arnaud de Silva, mais un peu plus tôt, même, voilà, j'aurais dû commencer par lui, mais bon, c'est pas grave, donc en 1255, le premier de ces couvents de mendiants, c'est celui des frères mineurs. Donc vous voyez qu'on situe son emplacement voilà, dans ce secteur-là qui est à l'est de la ville, aujourd'hui encore, qui porte le nom des menus, et c'est un emplacement, bon, aujourd'hui sur lequel il n'y a que de la vigne, et on voit bien que, vous verrez tout à l'heure qu'il a été détruit, mais en tout cas, donc, il est mentionné, ou tout au moins ces mineurs sont mentionnés, les mineurs de Saint-Émilion sont mentionnés, puisque le prince Édouard, le fils du roi, Édouard, Henri à l'époque, pardon, eh bien, fait une donation de tuniques aux frères mineurs de Saint-Émilion. Donc, les mineurs arrivent dans un premier temps, en 1255, peut-être quelques mois avant, mais là on est assez près de leur installation. Les prêcheurs arrivent un petit peu plus tard, en 1285, et vous savez que les prêcheurs sont installés, eux, plus au nord de la ville. Voilà, le repère c'est facile, c'est donc ces grandes murailles, comme vous le savez, qui témoignent donc de la rapidité de l'installation, de la construction, tout au moins de l'église de leur couvent. Ce qui se passe également donc, hors les murs, c'est l'attestation à cette époque hein, d'un espace commercial. Alors cet espace commercial, ce n'est pas le premier, car il y a dans la ville à cette époque d'autres espaces commerciaux, le plus ancien probablement, étant celui du cimetière, le Porge, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc devant l'église souterraine, et traditionnellement les cimetières peuvent effectivement servir d'espace commercial. Mais là, c'est un espace commercial extramuros et qui est attesté par un texte très intéressant qui sort d'une série que l'on appelle les Olymes. Alors les Olymes, c'est en fait les registres du Parlement de Paris. Et il se trouve qu'en 1293, le roi de France, Philippe le Bel, un contentieux avec le
roi d'Angleterre, Édouard Ier, et on est dans les préparatifs d'une guerre qu'on va appeler donc la guerre de Gascogne. Et il a donné l'ordre à son sénéchal, le sénéchal du Périgord, à venir à Libourne, puis ensuite à Saint-Émilion, pour lire une proclamation. Cette proclamation, donc, est tout simplement la mise en demeure du roi de venir, de comparaître devant le Parlement de Paris, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas trop le temps de m'étendre. Et le sénéchal s'exécute, et il raconte ensuite dans une lettre ce qu'il a fait, et la manière dont il a été reçu à Saint-Émilion, formal. Mais néanmoins, dans sa relation, voilà, il donne des impressions, il donne des détails sur les lieux. Et il dit ceci, donc il arrive dans la ville, au marché, hors les murs. Donc déjà, dans la ville, hors les murs, on voit bien que, en fait, l'espace urbain, voilà, déjà un espace extramuros. À l'arrière du monastère du dit lieu, sous un orme, donc il s'arrête sous un orme, déjà pour commencer à faire sa proclamation, et puis bon, les Saint-Émilionnais ne se déplacent pas, on ferme les portes, la garnison est menaçante, finalement il doit partir, assez piteusement d'ailleurs, on sent bien qu'il n'était pas très fier de sa piètre performance, il n'arrive même pas d'ailleurs à clouer la proclamation sur les portes de la ville parce qu'il en est empêché. Les Saint-Émilionnais se rassemblent au tocsin et font quand même assez de bruit pour le mettre en fuite. Néanmoins, bon, il continue à dire que donc il parle de la porte de la ville située à proximité du couvent des frères prêcheurs. Vous voyez, des petits éléments comme ça, on a l'impression que l'on a affaire finalement à un espace commercial, ce marché, qui s'étend d'une porte qui ne peut être que la porte bourgeoise, puisqu'elle est à proximité du couvent des prêcheurs, et qui s'étend donc jusqu'à un autre couvent, mais ce n'est pas le couvent des prêcheurs, puisqu'il appelle ainsi le couvent des prêcheurs, et ce monastère ne peut être que le Mousteineux, c'est-à-dire donc le monastère de l'église collégiale. Et donc ainsi, sur tout le front nord-ouest, on a un espace commercial qui sert donc et de marché et de foire. Le marché est régulier tous les samedis, et cet espace-là sert occasionnellement donc d'espace justicier, puisque le sénéchal s'arrête sous l'orme, et l'orme, on le sait, peut servir aussi aux héros à prononcer des proclamations publiques. Donc vous voyez, à cette époque-là, on voit très clairement que la trame urbaine, la flaque urbaine, comme on dit quand on fait de l'histoire urbaine, donc gagne à la fois vers l'est, vers les menus, vers le nord, vers Saint-Julien, ainsi que vers les prêcheurs, vers le nord-ouest, vers ce marché, et alors vers le sud aussi, puisque en réalité c'est le secteur sur lequel on a les documents, du moins les informations les plus précoces, car au XIIe siècle, le secteur de la Madeleine est situé donc dans le territorium de Saint-Émilion, autrement dit dans cet espace proche. Alors, au sud, ce qui est intéressant aussi, et ce qui est très révélateur de la qualité urbaine de cette agglomération, c'est la densité des moulins. Alors, les moulins dans les textes, et là je parle des moulins donc, du fond Gabon. La carte qui est ici donc, est un extrait de la carte qu'avait réalisé Ézéchiel Jean Couret dans le cadre de son travail voilà, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je ne me rappelle plus trop. C'est vrai que les années passent vite. Et c'était donc ce plan qu'il avait réalisé à partir du cadastre napoléonien, donc de 1845. Et donc un plan géoréférencé donc, sur l'ensemble de la juridiction, sur les 7900 hectares de la juridiction. Et là j'ai fait un zoom sur évidemment donc, le sud de la ville, et vous reconnaissez peut-être tout à fait en haut de cette image, eh bien, par exemple, la porte Bouquet. Enfin, du moins, le débouché à la porte Bouquet. Et donc, ici, cette série de cercles, donc, en fait, ne fait qu'entourer, ne fait que pointer les moulins qui sont attestés encore à cette époque, en 1845. Alors, peut-être pas encore tous en état de fonctionner, bien sûr, mais tout au moins, donc, les vestiges sont là. Donc, on a encore, vous voyez, 2, 4, 6 sur cette portion qui est une concentration importante quand même. Alors il faut qu'il y ait une pente, il faut qu'il y ait du débit, et c'est fort étonnant quand on imagine ce qu'est le débit actuel, d'imaginer qu'il y avait à cette époque donc autant de moulins les uns derrière les autres et dont le fonctionnement était conçu pour ne pas se gêner quand même. Et ça fait dire à notre collègue Vincent Jeannot qui s'est spécialisé dans la meunerie, dans les équipements de meunerie, dans le moulin du Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'époque moderne, début de l'époque industrielle, pour ainsi dire,
Ce qui lui fait dire que, fort probablement, les moulins de cette époque, travaillant sur des biefs, pouvaient bénéficier de débits en eau plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui, et que cette différence est probablement liée à des différences climatiques. C'est un moyen par lequel on peut arriver à mesurer les différences climatiques, les changements climatiques aussi. Il y a aussi d'autres raisons, j'imagine. Néanmoins, une telle concentration est fort intéressante. Pourquoi? D'abord, ça ne veut pas dire que ces moulins, cette batterie de moulins, aient été mis en place à l'époque dont je parle. Parce que les seuls témoignages écrits que l'on ait, mais on a une couverture documentaire qui est assez trop lacunaire, vous pourrez ainsi dire. Il n'y en a que deux. D'une part, le moulin de Sargonne à Saint-Georges, qui est mentionné en 1206-1221 dans le fond de la Sauve majeure. Et d'autre part, un moulin qui est mentionné dans les Rôles gascons, c'est le moulin au-devant de la Porte-Bouquière, donc le premier de la série, et qui est donné d'ailleurs par le connétable du roi, c'est-à-dire qui fait partie du domaine royal, en faveur d'un centimillionnaire. Donc deux, je soupçonne qu'il y en ait d'autres, mais là il faudrait que quelques investigations sur place nous permettent de le dire. Mais voilà, cela montre qu'il y a de forts besoins en meunerie. Et une telle concentration de moulins aux portes d'une agglomération montre qu'il y a de la population, qu'il y a du monde à nourrir dans cette ville. Et de telles concentrations de meunerie, on n'en rencontre pas n'importe où. Dans les textes de cette époque, dans la documentation de cette époque, on a un exemple à Bordeaux, voilà, sur l'Aubourde, peut-être connaissez-vous, ce ruisseau qui est... Alors, vous voyez la gare Saint-Jean, ben voilà, donc à l'emplacement de la gare Saint-Jean, il y avait jusqu'au XVIIIe siècle une série de biefs avec des équipements de meunerie qui sont attestés très tôt, XIIe, XIIIe siècle, et qui sont investis massivement par les bourgeois de Bordeaux. On n'en compte pas autant, mais on n'est pas loin. Et puis d'autre part, dans le secteur de Daignac, alors on dit que Daignac c'est pas du tout urbain, c'est pas loin de la Sauve majeure, et à un moment donné, effectivement, Daignac, en relation avec la Sauve majeure, on compte pas moins de 7 moulins sur un bief qui fait pas plus de 2000 mètres. Donc, des concentrations qui rappellent aussi des cas comme Bergerac, où l'on a en plein centre-ville de Bergerac une succession d'équipements de meunerie qui bénéficient d'une pente intéressante. Bon, il y a du monde, il faut les nourrir, c'est des équipements collectifs. Voilà, on a un critère d'urbanité supplémentaire. Et puis les caseaux de Fongabans aussi, parce que les gens, ce qui est intéressant dans la documentation de cette époque, c'est qu'on arrive à un moment à mesurer là où commence l'espace non bâti, et justement dans le sud, du côté du Fongabans, bien dans ce vallon, où il y a encore aujourd'hui des jardins, plaisant de constater que déjà au XIIIe siècle, il y avait des caseaux, donc ces caseaux, qui sont encore des parcelles de jardins. Alors, un autre témoignage de la vigueur de cette agglomération, de cette capacité-là à maîtriser l'espace environnant, c'est la création de la banlieue. Alors ça c'est un autre objet d'histoire fort intéressant, puisque on peut faire un sondage aujourd'hui en se promenant dans les communes limitrophes ou même à Saint-Émilion, en demandant aux gens, bon, connaissez-vous la banlieue de Saint-Émilion au Moyen-Âge? Je suis sûr qu'une grande partie d'entre eux pourront répondre oui. Quelles étaient les communes qui faisaient partie de la banlieue de Saint-Émilion au Moyen-Âge? Parce qu'en fait cet espace a été réactivé à 2 reprises, en 1936 avec la création de l'appellation viticole, et puis en 1999 quand cet espace-là a été classé au titre des paysages remarquables par l'UNESCO. Et qu'on a donc, bon voilà, c'est devenu un objet patrimonial. Vous posez la même question à des Bordelais, bon, quelle était la banlieue médiévale de Bordeaux, à des Bayonnais, à des Dacois, à des Agenais, ils ne savent pas, évidemment. À chaque fois, ce sont des espaces de création territoriale qui se trouvent avoir été, comme on dit en droit, subrogés par d'autres territoires, par d'autres réalités territoriales, alors que celle de Saint-Émilion se trouve avoir été réactivée. Et c'est devenu en plus un objet patrimonial, bon, avec une forte identification mondiale par le biais de l'UNESCO. Donc, c'est un objet très intéressant à étudier dans la longue durée, et c'est pour ça que le plan collectif de recherche dont on parlait tout à l'heure s'intéresse pas seulement à Saint-Émilion en tant qu'agglomération de cette époque, mais aussi à sa banlieue et à l'évolution donc du peuplement de sa banlieue, des formes d'occupation du sol de la banlieue, en associant des archéologues, des historiens d'art, des historiens, ainsi que des géographes,
Voilà, et on va comme ça pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Donc cette banlieue, elle est intéressante aussi, comme signe, comme témoignage de cette vigueur et de cette croissance. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail de cette création, parce que maintenant que je m'y suis intéressé, je trouve que c'est un sujet vraiment formidable. Mais en gros, bon, vous voyez, on a des textes, hein, voici un texte qui n'est pas le texte d'origine, hein. C'est ce qu'on appelle un vidimus, mais néanmoins il est conservé dans les archives municipales de la ville. Vidimus d'Édouard III, roi d'Angleterre et de France. Hein, on est en 1341, au début de la guerre de 100 Ans, hein, et il confirme une concession de son prédécesseur, donc Édouard Ier, qui remonte au 7 juin 1289. Alors, je vais quand même en dire 2 mots parce que il me semble que vous devez en connaître au moins les circonstances. C'est un espace, cette banlieue, qui est vraiment une création. Car auparavant, le maire de Saint-Émilion, dont on voit voilà, les premières traces écrites dans les années 1230, hein, pas au début de la commune, mais assez tard quand même, n'a pas d'espace de juridiction. Il a un pouvoir, mais il n'a pas d'espace. Sa juridiction, si vous voulez, n'est pas territorialisée. On a aussi un prévôt du roi, qui commence à être attesté dans les années 1240, lui aussi. Il représente le roi, il a des attributions qui viennent court-circuiter bien volontairement celles du maire, mais il n'a pas non plus d'espace de juridiction. Et la juridiction dans laquelle on se trouve encore à cette époque, c'est celle du vicomte de Castillon. On en a des preuves en 1274, en 1288, en 1274 par exemple. Alors là, on a à cette époque une très grande série de reconnaissances qu'on appelle la reconnaissance féodale. Eh bien, on a des gens de Saint-Sulpice de Falérens qui disent reconnaître leurs biens situés dans le détroit de Castillon. Le manoir de la Gommerie, alors on connaît voilà, le château La Gommerie, hein, sur la route de Libourne. C'est un manoir qui est attesté lui aussi à cette époque, hein, dans la première mention. Il appartient à un élit de Castillon et il est manifestement, effectivement, rattaché au détroit de Castillon. Il n'y a pas d'Arsène? Là je parle? Non. Donc, création qui se fait en fait en 2 temps, pour dire les choses rapidement. On a dans un premier temps, on est en 1288, c'est l'évêque de Norwich. Alors pourquoi lui? Parce qu'en fait il préside la cour de Gascogne, et il a jugé, cette cour de Gascogne a jugé, ni plus ni moins que le vicomte de Castillon, Jean de Grailly, bon, qui s'est rendu coupable d'un certain nombre de méfaits, en particulier vis-à-vis des Saint-Émilionnais. Hein. Il a imposé injustement un péage, il a levé des taxes indues sur le marché, puis pas mal d'autres avanies aussi à la population environnante, ce qui fait que le roi, bon, au bout d'un moment, en a eu assez, donc a fait convoquer cette cour de Gascogne pour le juger. Or, l'évêque de Norwich, lorsqu'il rend son arbitrage, il s'agit de définir ce qu'est le ressort territorial du prévôt de Saint-Émilion. Du prévôt de Saint-Émilion, on est en 1288. Eh bien, l'évêque de Norwich donc, dit que dans un espace délimité, la justice, la haute et basse justice, relève du prévôt de Saint-Émilion. Et cette sentence de l'évêque de Norwich, donc, détaille, non pas le territoire lui-même, mais les limites, la délimitation. Et sur la carte, ce que je vous ai porté, c'est la douzaine ou la quinzaine de points de repère. Alors c'est intéressant comme méthode d'appréhension de l'espace, hein, parce que là on va appréhender par un circuit, alors un circuit qui est dextrogire, c'est-à-dire en fait on part, non, je ne sais plus si c'est dextrogire ou sinistrogire, sinistrogire je crois plutôt, oui parce qu'on part, non attendez, on part. Donc le point 1, c'est la porte Boucaire. Ensuite le point 2, c'est Saint-Étienne-de-Lys. Vous voyez, on part vers l'est, vers Castillon, parce que en fait c'est plutôt vers Castillon que la menace est. Et puis ensuite à partir de là, Saint-Étienne-de-Lys, Prat-Néron, pont de Peyre, le pont de Cavalar qui doit être Cabarat, le port de Vrane, ensuite la pierre de Pierrefitte, le Rivous du Taillat, etc. Donc on a une forme d'appréhension de l'espace qui est très intéressante, et à l'intérieur de laquelle on dit, voilà, c'est la juridiction, la justice haute et basse du prévôt. Ce que fait le roi, un an plus tard, donc le roi Édouard III, lorsqu'il s'arrête à Condat, donc il est vraiment à côté, il accorde finalement
une faveur aux bourgeois de Saint-Émilion. On imagine que le maire, les jurats, la commune, s'est rendu auprès du roi, où il séjourne donc dans sa résidence, il a une espèce de palais qui a été aménagé par lui à Condat, et ils obtiennent le transfert du territoire qui a été créé d'une certaine façon en faveur du maire. Et dès lors, donc, c'est ce que fait le roi à l'occasion de cette concession. Donc, il donne au maire donc, la haute et la basse justice dans un terroir dont il reprend, pour ainsi dire, les limites énoncées quelques mois plus tôt par l'évêque de Norwich, sous une réserve quand même qui mérite d'être relevée, c'est l'exécution des peines capitales qui conservent encore la jambe du roi. Donc on a une banlieue qui n'est pas réellement, enfin un espace en tout cas qui n'est pas réellement une création en faveur du maire. Vous voyez que c'est une opération en deux temps, d'abord le prévôt, ensuite le maire, mais au bout du compte, il y a là une vraie banlieue. Le terme de banlieue est énoncé à cette époque, et alors il est très intéressant parce que bon, ce qu'on appelle la banlieue aujourd'hui, c'est un espace périurbain, comme on dit. À cette époque, la banlieue, c'est une réalité juridique bien particulière. C'est un espace d'une lieue de large, en gros, à l'intérieur duquel donc, il y a une juridiction. Cette bourgeoisie, on en connaît quand même pas mal d'informations, hein. Elle est très bien documentée. Alors, voici par exemple quelques-uns. Oh là, je me suis rendu compte que je n'ai pas effacé cette allusion. C'est terrible. Ouais, alors c'était encore hier soir, je n'ai pas enregistré le bon fichier. Pourquoi? Parce que, vous voyez, parmi les patronymes qui reviennent, donc il y a les Morins, il y a les Escarlates, les Pocs, les Renault, les Bruns, les Sicards, les Taris, etc. Mais alors il y a, tout d'un coup je me suis rendu compte, mais finalement, les Pans et les Coqs, c'est bon, deux volatiles, effectivement. Donc on imagine qu'on a affaire à des surnoms, ce sont des surnoms à la base, qui deviennent ensuite des noms de famille, des patronymes, bon, transmis comme tels, évidemment, dans les familles. Et bon, on imagine le choix, quoi. Ils ont choisi ce patronyme parce que, bon, ils ont peut-être cherché à identifier ainsi quelqu'un qui se pavanait, comme de... Voilà, bon. Bon, c'est des familles, effectivement, qui sont assez fortunées, dans la limite de ce que sont les fortunes bourgeoises de cette époque. On a effectivement deux textes qui permettent d'estimer les fortunes de ces gens à cette époque. Ce sont des familles bourgeoises qui ont des familiarités assez fortes avec les nobles des environs. Alors parmi eux, vous avez les Lescourt. Ensuite, alors les Lescourt, c'est notre collègue Guillaume Pépin là, qui a fait une petite étude il y a peu de temps, publiée dans la revue qui s'appelle Aquitaine historique, et dans laquelle il montre, et je dois reconnaître que c'est très convaincant, il montre que les Lescourt, en fait, sont probablement issus d'un rameau des cadets des vicomtes de Castillon, car ils portent les mêmes noms, les mêmes prénoms que les vicomtes de Castillon. Par contre, les Castillons, il reste un dernier rameau des Castillons, à la Gomerie, puisque le texte dont je parlais tout à l'heure en 1274 montre que ce manoir de la Gomerie, on ne parle pas de château, ce manoir de la Gomerie appartient à un élit de Castillon. Et puis deux autres familles dont les patronymes, vous voyez, viennent de ruisseaux, les Barbanes, ainsi que les Fongabans, qui sont eux attestés assez tôt. Alors voilà, c'est une petite société nobiliaire qui ne paye pas de mine quand même. Hein. Quand on les voit à cette époque, les qualificatifs qu'ils présentent, hein, les titres qu'ils présentent, on est à la fin du XIIIe siècle, c'est d'un oiseau. Hein. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'aristocratie nobiliaire, à ce groupe nobiliaire, avec toutes les titres chevaleresques qui va avec, mais ils ont des difficultés à présenter dans la nomenclature officielle un titre de millès, de chevalier, tout simplement, parce qu'ils sont comme la plupart de la petite aristocratie de cette époque, en difficulté d'accéder à ce rang, parce que l'adoubement ça coûte cher, parce que l'équipement chevaleresque ça coûte cher, parce que c'est un train de vie qu'il faut assumer, et voilà, il y a une espèce de sas à un moment donné, un plafond de verre, comme on dirait aujourd'hui, pour d'autres sujets. Alors, ce sont des gens, ces bourgeois, dont l'activité principale, on le sent bien, tourne quand même autour du vin,
celle en tout cas qui rapporte le plus de revenus. Et parmi les textes, alors bon, il n'y en a quand même pas beaucoup, hein, des textes sur le vin, mais il y en a qui sont intéressants, comme celui-ci. Alors, il y a cette obligation de transporter 50 tonneaux de vin qui est consentie par les jurats et les 100 pairs de Saint-Émilion à l'époque pour les transporter à Londres. C'est une cargaison importante, hein, on est en 1312, et cette obligation, qui est conservée dans les archives municipales de la ville, est associée à une quittance, c'est-à-dire qu'un officier du roi a accordé donc à l'envoyé des bourgeois de Saint-Émilion une quittance que cette charge, ce chargement avait été bien acquitté. C'est un beau texte, écrit en latin, donc par voilà, les officiers de la commune de l'époque. Mais bon, on voit qu'ils envoient ces cargaisons, et des cargaisons importantes, vers Londres. Alors pourquoi si importante? En réalité, il s'agissait de racheter au roi la possibilité d'avoir une mairie élective. Parce que, par le passé, les coutumes dont voulait que le maire soit élu, bon, entre guillemets, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais les processus de désignation du maire étaient quand même assez compliqués. Néanmoins, bon, cela procédait de la commune ainsi que des pairs. Et puis pendant une période de la fin du XIIIe siècle jusqu'au début du XIVe siècle, eh bien, le roi trouvait plus avantageux de désigner lui-même le maire. Voilà. Et c'est donc pour récupérer cette possibilité que les jurats donc, ont acheté ce droit de revenir au mode d'élection traditionnel par une fourniture de vin. Et leurs horizons, on voit bien que ce sont des horizons très larges. 1283, ils sont des cargaisons de vin envoyées par les représentants de Saint-Émilion sont attestés au Pays de Galles, en Irlande. Alors pourquoi le Pays de Galles à cette époque? Tout simplement parce que le roi d'Angleterre est en guerre. C'est la seconde guerre de conquête du Pays de Galles, qui va donner lieu à ce qu'on appelle le traité de Rhuddlan et la fin de l'indépendance du Pays de Galles. Et il faut nourrir, il faut faire boire ces soldats, et ils le sont avec du vin venant de Saint-Émilion. On a également des preuves de la présence de Saint-Émilionnais à Saint-Malo. Alors bon, Saint-Émilion qui se fait emprisonner et dont la cargaison est prise. Et puis Londres aussi. Alors Londres, c'est intéressant parce qu'on a là des mentions de séjour de Saint-Émilionnais à Londres, mais de séjour forcé. Pourquoi? On est en 1299, 1305, c'est-à-dire c'est le moment de ce qu'on appelle la guerre de Gascogne. Je l'avais évoqué tout à l'heure, très rapidement, à savoir que le roi Philippe le Bel a prononcé la confiscation de la Guyenne, et ses troupes donc ont commencé à l'occuper. Cela a donné donc à une guerre, et beaucoup de fidèles du roi d'Angleterre ont dû quitter les villes dans lesquelles ils vivaient. Ça a été le cas de quelques Saint-Émilionnais, dont on trouve la trace à Londres, tout simplement parce qu'ils reçoivent des pensions de l'échiquier du roi d'Angleterre. Et on a ici donc Pierre Bock, qui reçoit donc une pension de 25 livres, Raymond de Cirès, qui reçoit une pension de 20 livres, Élie Scarlett, alors Escarlate, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, Amour-Vimpan de Saint-Émilion, qui reçoivent eux aussi des pensions. Et ce sont des pensions dont le montant passe pour représenter la moitié des revenus annuels de ces gens-là. Donc, c'est aussi un bon moyen pour estimer les revenus de cette catégorie de la population. Quant à celui-ci, à Amour-Vimpan, on sait en plus, par un autre témoignage de ces mêmes sources, qu'il a participé, parce qu'il reçoit des gages, les gages c'est la solde des combattants, il a reçu des gages par le roi-duc. C'est pour probablement participer à quelques-unes des opérations qui ont eu lieu donc à l'occasion de cette guerre de Gascogne. Alors, un moment important de cette période, et ce sera le dernier point de cette période-là, c'est la sécularisation du chapitre de chanoines. Alors, ça aussi c'est un point sur lequel, bon, on était obligé de constater, la recherche avait quand même peu fait de choses, et puis, bon, je suis tombé un peu par hasard sur la bulle de sécularisation. Alors la bulle, c'est un acte qui est émis par le pape, hein, on appelle ainsi, en raison de son scellement, de son sceau, qui est un sceau rond en plomb. Et donc la bulle de sécularisation, en fait, elle a été éditée il y a fort longtemps, et dans une série... Oh, c'est pas la bonne version que j'ai abordée, cette bulle.
Ah ouais, mais c'est terrible parce que jusqu'à la fin... Attendez, vous m'accordez 2 minutes parce que... C'est toujours le problème quand on enregistre 30 000 fichiers, on ne sait jamais trop lequel est le bon. Donc, cette bulle de sécularisation, elle est... Donc, c'est l'affaire du pape Clément V. Vous savez, Clément V, c'est le pape gascon, le premier pape d'Avignon, responsable donc du procès des Templiers. Enfin, pas le seul, mais c'est quand même lui qui en est le maître d'œuvre. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien la région. Il a été archevêque de Bordeaux avant de devenir pape d'Avignon. Et il a pas mal sécularisé de chapitres, de canons réguliers. Alors de quoi parle-t-on? Il y avait à Saint-Émilion, vous le savez, donc un établissement religieux, hein, donc dans l'église collégiale, une communauté de ce qu'on appelle les chanoines. Donc les chanoines étant des clercs qui vivent en communauté, mais dont, contrairement aux moines, si vous voulez, qui ne vivent pas reclus, pour isoler et couper du monde, et qui dévouent, les moines, leur vie à la prière. Les chanoines vivent un peu dans le siècle, ils peuvent aussi vivre en partie en collectivité, et ces chanoines, donc, exercent un service religieux pour un lieu de culte qui est destiné à accueillir du public. Ça peut être un lieu de pèlerinage, c'est la raison pour laquelle ceci était là dès la fin du XIe siècle. Ce que l'on sait, c'est que ces chanoines à Saint-Émilion, fin du XIe, début du XIIe siècle, sont réguliers, c'est-à-dire qu'ils suivent une règle, qui est la règle de Saint-Augustin, qui leur fait adopter un mode de vie presque monastique, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un lieu fermé, avec un cloître, ils ont une salle de chapitre, ils ont une vie de pauvreté, une vie commune, c'est-à-dire ils partagent le dortoir, ils partagent le réfectoire, et ils vivent dans la désappropriation personnelle, même si collectivement ils peuvent être à la tête de seigneuries très importantes, personnellement ils n'ont pas de bien. Donc ça c'est le modèle qui a prévalu à Saint-Émilion, dans cette communauté de chanoines réguliers, qu'on appelle les chanoines augustins, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, à l'extrême début du XIVe siècle. Cette communauté a connu quelques avanies, comme l'ont connu toutes les communautés de réguliers de cette époque, hein, tout simplement parce que le mode de vie régulier est compliqué à suivre. Il y a des tentations, il y a des chanoines qui sortent régulièrement, et puis il y a ces contacts que l'on a volontiers avec l'extérieur, ce qui fait que beaucoup de ces communautés de chanoines demandent et obtiennent eh bien, la sécularisation. Sécularisation, ça veut dire qu'on leur enlève l'obligation de suivre une règle canoniale, et ils ont à partir de là la possibilité eh bien, de vivre à l'extérieur, donc fin de l'obligation de clôture, fin de l'obligation de vivre dans le dortoir, dans le réfectoire. Ils ont des maisons canoniales, qui sont en règle générale évidemment à proximité. Donc cette bulle, elle instaure donc un chapitre de chanoines qui est composé d'un doyen, de 13 chanoines séculiers, de 13 prébendiers, d'un chantre, d'un sacriste, d'un aumônier. Voilà. Donc c'est une petite société quand même qui est mise en place. Hein. Il existe déjà des chanoines, mais là pour le coup, il s'agit de nouveaux offices, hein, un chantre, un sacriste, aumônier. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette mise en place est tout à fait contemporaine d'une assignation qui date de l'année précédente, de 1308, assignation à l'œuvre de la fabrique de l'Église, de percevoir des revenus. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église des chanoines de Saint-Émilion bénéficiait d'une source de revenus lui permettant eh bien, de construire ou de reconstruire des parties de son Église. Donc on a un cadre nouveau, hein, une communauté canoniale nouvelle, et on est obligé évidemment de mettre cela, hein, cette capacité à mobiliser des ressources financières, avec les réalisations qui suivent. Puisque le cœur de l'église canoniale, comme vous le voyez, hein, ça a été bien étudié, hein, Jacques Ardel ou d'autres, est un cœur du XIVe siècle. On a ce portail de l'église collégiale, bon, qui est tout à fait typique hein, du début du XIVe siècle.
Et puis surtout, on mesure des changements qui se produisent dans les espaces canoniaux. Ainsi le cloître. Alors ce beau cloître qui servait donc à cette communauté canoniale, dès lors que celle-ci n'a plus l'obligation d'y vivre régulièrement, il va changer de vocation. Et ce que l'on constate, c'est qu'il commence à avoir une vocation funéraire, ce qui atteste d'un changement, effectivement, puisqu'on a des enfeux, hein, donc ces enfeux dont on voit ici quelques-uns des représentants. Le réfectoire n'a plus lieu d'être non plus, donc il sert, ce réfectoire, à accueillir les pauvres à l'occasion des fêtes religieuses. Et surtout, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on imagine que l'espace environnant, hein, donc je reprends là, j'ai fait un zoom sur le plan d'Ézéchiel Jean Couré, cet espace environnant a été lui aussi affecté par cette transformation. Pourquoi? Puisque ces chanoines donc, vont devoir vivre dans des maisons canoniales, et que ces maisons, il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées de l'église, car il faut pouvoir assister aux offices, et en particulier aux offices de nuit. Et quand il faut se lever la nuit pour aller à l'office dans l'église, on ne va pas traverser évidemment de trop longues distances, au risque de se faire mal. Donc on l'imagine comme ça se passe dans tous les cas, hein. Donc dans cet espace-là, ouvert par le portail de l'église collégiale, on a donc probablement au nord des maisons canoniales. Ces maisons canoniales, quelles sont-elles? Eh bien, on doit les acquérir au gré à gré, au fil des opportunités, en fonction des ventes qui se présentent. Parce qu'on peut-être construit-on, j'en sais rien. Parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à identifier une seule de ces maisons canoniales à cette époque. Je n'espère pas y arriver. J'imagine peut-être que David ou Agnès ont quelques pistes là-dessus, plus que moi probablement. Mais néanmoins, bon, il n'y a pas au départ de véritable quartier canonial créé avec Nilo pour ça. On en crée un au fur et à mesure de l'acquisition des maisons dans lesquelles vont vivre les chanoines. Néanmoins, ce n'est pas peut-être été un quartier canonial conçu à l'origine, tout au moins il a fini par en avoir l'allure. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur cette enceinte là, qui existe, hein, et dans beaucoup des villes de cette époque qui ont des quartiers canoniaux, on voit effectivement la volonté d'en marquer la délimitation par, pourquoi pas effectivement, une enceinte, tout au moins, si on n'a pas les possibilités de faire une ligne ainsi bâtie, par des alignements parcellaires remarquables, ainsi que par des portes barrant les villes. Voilà donc un bon témoignage aussi de ce que les gens de cette époque, les seigneurs de cette époque à Saint-Émilion, avaient des ressources leur permettant bien de se lancer dans des projets architecturaux assez ambitieux. Alors les choses vont changer, voilà, les choses changent à partir du XIVe siècle, surtout des années 1310, 1320, et là on rentre dans les crises de la fin du Moyen-Âge. Alors ces crises de la fin du Moyen-Âge, c'est, vous l'avez donc compris, la deuxième partie sur laquelle j'irai un petit peu plus vite, parce que je commence à être un peu long. Cette période se ressent aussi très très bien à Saint-Émilion, et là on a des témoignages textuels, architecturaux, archéologiques aussi, qui sont à l'unisson. Alors, on a le retournement de la conjoncture, il n'est pas sensible de suite. Hein. Néanmoins, cette période est une période de crise, de retournement, et on voit bien que les choses commencent à changer. D'une part, bien sûr, il y a la peste qui arrive à 1347, et puis qui revient ensuite régulièrement. Cette peste, du moins pour sa première apparition, donc touche Saint-Émilion comme la plupart des autres agglomérations de l'Europe occidentale, dans des proportions que l'on ignore, hein. On n'a pas de dénombrement pour cela, mais il n'y a pas de raison de penser que les Saint-Émilionnais en aient été épargnés. Et puis il y a surtout cet interminable conflit, hein, le conflit franco-anglais. On fait commencer la guerre de 100 ans en 1337, mais en réalité, le conflit franco-anglais, il dure depuis fort longtemps. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure donc le mariage d'Aliénor, enfin,
Ça commence avec en fait Henri II Plantagenet, et puis à l'époque là dont je parle, on a cette guerre de Gascogne, je l'ai évoqué tout à l'heure, 1293-1304, suivi une petite vingtaine d'années d'après d'un autre conflit qu'on appelle la guerre de Saint-Sardos, assez brève, 1324-1327, du nom d'une petite bastide de la Genée, mais qui est bon, une espèce de répétition générale du grand conflit qui démarre à partir de 1337. La guerre de Saint-Sardos, ouais, Saint-Sardos, c'est direction, quand vous allez vers Villeneuve-sur-Lot, vous remontez, le Lot, voilà. Alors ça, c'est un tout petit village de Saint-Sardos, c'est une bastide, voilà. Et ça a donné lieu donc à un conflit fort bien documenté par les héros gascons, et où l'on voit aussi que même en étant assez loin, les Saint-Émilionnais en ont été un petit peu affectés. Alors, ce que j'ai relevé ici, c'est les phases de ce conflit pendant lesquelles Saint-Émilion a été sous la menace directe. C'est-à-dire, en fait, il faut considérer que cette guerre, ce n'est pas la guerre continuelle. Bon, vous l'imaginez bien, cette période, c'est une phase marquée par l'alternance de guerre, donc de conflits, de batailles, d'opérations armées, et puis de longues phases de trêve, de paix, où la guerre est plus loin. Voilà. Donc, dans cette grande période-là, qu'est-ce que ça a représenté pour Saint-Émilion? En fait, 5 occasions où vraiment la guerre était aux portes. Ça commence très tôt, hein, à l'été 1340, avec donc là des opérations qui durent jusqu'à ce qu'on appelle la trêve d'Esplechin. Puis, seconde occasion, septembre 1317. Là, c'est donc les grandes offensives de Du Guesclin, Charles V, la reconquête, hein, après la paix dite de Brétigny, et Du Guesclin, le duc d'Anjou, arrive jusqu'à Castillon et Libourne. Donc on voit que sont très proches. On se demande d'ailleurs si Saint-Émilion n'a pas été prise ou au moins est passé à changer d'obédience. Ce n'est pas signalé dans les textes à ma connaissance. Puis ensuite, l'été 1406, donc là, on a une offensive du duc d'Orléans. Donc on est pendant le règne de Charles VI, hein, donc le duc d'Orléans arrive à Blaye, à Bourg, il menace Libourne, il envoie des lettres aux Saint-Émilionnais pour leur demander de se rendre, les Saint-Émilionnais ont très peur, donc cette alarme, il envoie donc au Bordelais, et puis ensuite, donc on a 2 autres occasions, l'été 1451, donc là on est vraiment très très près de la fin, hein, vous savez, c'est la première offensive de Charles VII, hein, qui est une offensive victorieuse, puisque donc ils obtiennent la reddition non seulement de toutes les villes, mais aussi donc de Bordeaux, reddition de courte durée, puisque les Bordelais donc ouvrent leurs portes aux Anglais, c'est Talbot qui arrive, la bataille de Castillon, et donc dernière phase, dernière période, dernier épisode, je devrais dire, de cette guerre, où les Saint-Émilionnais voient la menace très proche, c'est donc l'été 1453. Et en fait, c'est dans cette occasion-là, hein, que l'on a le seul témoignage écrit rapportant des opérations à Saint-Émilion ou à proximité de Saint-Émilion. Vous voyez, c'est cet extrait de la chronique de Jean Chartier qui rapporte donc les opérations de Charles VII. Alors, il mérite d'être signalé, en plus l'extrait est très bref. Depuis la réduction du milieu de Castillon, donc on est après la bataille de Castillon, hein, le 17 juillet, je me rappelle, 1453, les 10 seigneurs conducteurs de l'os du roi et commissaires en Issel partis se délogèrent et partirent avec leur puissance, canons et autres artillerie, et vinrent devant la ville de Saint-Million, donc Saint-Émilion, laquelle aussitôt se mit dans l'obéissance du roi. Aussitôt se mit dans l'obéissance du roi, se mit dedans, considérant qu'il ne leur était pas possible de résister contre une telle puissance. Le roi les reçut en sa grâce, en sa merci et en sa bonne grâce. Donc, en fait, il n'y a même pas eu de siège. Hein, il a suffi que donc, les Français bureaux donc, arrivent, se montrent un petit peu menaçants, pour que donc, les Saint-Émilionnais changent d'obédience, ouvrent leurs portes. Et donc, c'est pas du tout un comportement, je veux dire, exceptionnel. La plupart des villes de cette époque, la plupart des
des agglomérations de cette époque, même fortifiées, préféraient ouvrir les portes, changer d'obédience, plutôt que de supporter des sièges. Et des sièges dans la région, il y en a quand même eu. Blaye, Bourges, je l'évoquais tout à l'heure, Castillon a subi un siège en 1377, Saint-Macaire, l'Aréole, d'autres villes. Mais Saint-Émilion n'a pas subi de siège, et à un moment donné, donc lorsqu'il y avait possibilité effectivement de subir ce siège, ils ont préféré ouvrir les portes. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça donne à s'interroger sur l'état des fortifications de Saint-Émilion à la fin du Moyen-Âge. Et vous allez voir que les textes livrent quand même assez de réponses, assez d'éléments de réponse pour comprendre pourquoi, en 1453, on ne résiste pas. Alors, les choses, effectivement, comment cela se traduit-il? Je ne vais pas vous faire un déroulé chronologique des phases de la guerre, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. J'ai choisi là de m'en tenir à quelques thèmes pour puissiez mesurer donc, les effets et l'impact de cette période de crise sur l'espace urbain, le tissu urbain dont on parle. Alors il y a d'abord les destructions. Les destructions, incontestablement, et ça commence très tôt, puisque les couvents de prêcheurs, les couvents de mendiants dont je parlais tout à l'heure, sont détruits, mais très tôt. Et on a là des textes permettant de dater la destruction comme ceci, donc issu des archives communales de Saint-Émilion, où le roi, en étant 1341, demande à son sénéchal d'enquêter sur les destructions des couvents, des mendiants et des habitations des bourgeois. On a, en ce mois de janvier 1341, une série de 10 textes pratiquement, tournant donc autour de cette thématique des destructions, dont les mendiants, mais aussi les maisons des bourgeois, situées à l'extérieur, et ce qui est présenté comme étant les bordia vinee, en latin. Alors bon, c'est pas trop, mais on imagine effectivement qu'il y a dans les vignes des bourgeois des constructions, des bords, enfin je sais pas, on dirait aujourd'hui des cabanes, pour ces bourgeois à proximité et dont on ordonne la destruction. Alors attention, ce n'est pas les assaillants qui détruisent tous ces bâtiments, ce sont les bourgeois eux-mêmes qui les détruisent, pour éviter qu'une armée de siège, par exemple, ne puisse bénéficier de ces infrastructures-là pour s'y installer, pour s'y loger et pour devenir indélogeable. Donc on fait table rase, et ainsi donc on empêche une armée de siège de s'approcher de trop près. Et le résultat, c'est qu'on détruit tout ça, et il en reste encore aujourd'hui une preuve de ces destructions avec les grandes murailles de l'ancien couvent des prêcheurs. Sur les fortifications, là aussi. Alors, je suis un peu désolé, je ne sais pas trop si c'est très lisible, seulement pour les premiers rangs. Voilà, c'est illisible. Je m'en doutais un peu, à vrai dire. Mais bon, c'est un peu l'effet masse. Vous pouvez chercher, donc là-dessus, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, parmi les thèmes là que j'ai choisi de développer, il y a la problématique de la fortification, de ce chantier sans fin, qui est la réparation et la fortification des murs de la ville. Alors voilà quelque chose qui nous intéresse beaucoup, là, mes collègues et moi, ce mur d'enceinte, parce que c'est un mur, chacun le sait, il est en très bon état, il est en état de conservation sur quelques segments quand même de son pourtour, et on a mesuré, Pierre Garrigou s'en était rendu compte, le premier, puis ensuite donc ça a été confirmé par que c'est un mur qui a suivi, dont la construction a suivi un parti assez original. En tout cas, ici, on n'avait pas mesuré ainsi, celui donc des façades arrière de maisons faisant enceinte. Avec donc la responsabilité pour chaque habitant de ces parcelles limitrophes de construire l'enceinte pour la part dont il est propriétaire, pour le segment dont il est propriétaire. Or là, on a une série de textes qui prouvent que le roi ou les autorités cherchent à réunir des ressources financières
collective pour réparer, fortifier davantage des fortifications donc, qui sont, de toute évidence, très tôt en mauvais état. Alors ça commence en 1326, où là donc, on a le sénéchal, je suis un peu mieux que moi aussi, voilà, ici je suis pas mieux, donc le sénéchal qui engage les Saint-Émilionnais à consacrer une somme de 40 livres qu'ils ont reçus du connétable de Bordeaux pour les travaux de bois d'œuvre, etc. Et la clôture de la ville. 1326, ça commence assez tôt, et on est là pendant la guerre de Saint-Sardos, dont je parlais tout à l'heure, c'est pas la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans arrive, 1358, en raison des faiblesses des revenus collectifs et de l'absence de fortification suffisante autour de la ville, Édouard III consent à la levée d'une taxe de 1 denier sterling sur les étaux des marchands au marché du mardi et aux foires. Donc, taxe, chaque fois qu'il y a un étal, on prélève donc 1 denier sterling, à condition que le produit de cet impôt soit affecté à l'amélioration de la fortification des murs de la ville. 1389, rebelote. Là, c'est Jean de Lancastre, le lieutenant du roi, il est frère du roi, et il accorde au maire 2 années supplémentaires de remboursement des emprunts. Donc, ils vont consentir des emprunts, ils ont du mal à rembourser, donc on leur consent un délai que la commune a dû contracter pour tenir et avoir gendarmes à la défense de la dite ville, pour acheter lieux et forteresses des ennemis grévables, etc., et pour réparer, fortifier la dite ville, acheter artillerie, canons, autres choses défensables et autres nécessités. Et les requérants, comme il dit, ne pouvaient faire autrement pour cause de la grande pauvreté en quoi ils sont mis à cause des présentes guerres et malaise du temps. 1468, ça continue. Là, c'est le roi d'Angleterre, Henri IV. Il a appris qu'en raison de la très grande guerre, la ville de Saint-Émilion est détruite et que la Jura et les bourgeois sont trop pauvres pour la fortifier. Alors, il leur concède la levée de 2 nouvelles taxes pour une durée de 12 ans. La première, c'est 20 pichets de vin sur chaque tonneau de vin vendu en ville. In taberna, alors on pense aux tavernes, en réalité ça peut être ce qu'on appelle la vente à lui, c'est-à-dire à lui de la porte, d'après ma collègue Sandrine Lavaux. Et quant à la seconde taxe, c'est 1 denier sur chaque mesure de blé qui est vendu en ville, et là, afin de réparer les murs et les fortifier. 1424, Henri VI prolonge la levée des 2 taxes qui avaient été accordées, on vient de le voir, pour 5 nouvelles années, afin de réparer et fortifier les murs de la ville tombés à terre en raison de leur vétusté. Donc vous voyez, pratiquement tous les 20 ans, il faut trouver de nouvelles ressources. En 1456, quand Charles VII, le roi de France, arrive, il reconnaît que Saint-Émilion est assise et située en notre frontière, et de grande garde. Donc une ville frontalière, c'est un petit peu l'impression que l'on a à l'observation d'une grande partie de ces années de la guerre de 100 ans, et que à l'occasion des guerres, la muraille et fortification d'Issel est en plusieurs lieux ruinée. Donc voilà, il convient qu'il faut faire grande réparation pour le bien d'Issel-Ville, etc. Et là j'aurais pu continuer, parce que dans les archives de la mairie, on trouve ces registres qui attestent des dépenses faites par la municipalité à la fin du XVe siècle, mais voilà, 1539, j'ai simplement relevé un texte connu qui est un procès-verbal de visite de l'enceinte par une commission d'enquête, 9 maçons, que l'on fait se promener donc en suivant pendant 2 jours le tracé de l'enceinte, et voilà ce qu'ils disent. La muraille est fort gâtée, elle a dépéri, à cause qu'il y a de la pierre geline et venteuse. Et ils ont été obligés de faire de grandes réparations, alors ils parlent de la muraille et puis d'autres endroits de cette muraille. Bref, vous voyez, c'est un chantier sans fin, bon voilà, mais en même temps avec des bourgeois qui ont sollicité des sources de revenus différentes. Dans un premier temps, on a, vous le voyez, on emprunte des sommes d'argent, puis ensuite on demande un prolongement pour le remboursement de l'emprunt. Ensuite, on obtient des taxes, alors des taxes qui portent sur le vin,
c'est très fréquent à cette époque, mais ça suffit pas, ça suffit pas. Ah, pas trop vite. Alors, autre aspect, autre effet de la guerre, c'est l'insécurité. L'insécurité, où là on a des textes très intéressants aussi pour mesurer ces effets de l'insécurité, mais ça n'a rien d'extraordinaire, on retrouve des choses qui sont transposables pour d'autres villes. Néanmoins quand même, voici, on est en 1341, alors là c'est une photo que j'ai prise sur un des rôles gascons, de ces textes, que l'on peut consulter en ligne, et d'ailleurs dont on peut faire, comme je l'ai fait, une capture d'écran sur cet extrait. Et en fait, donc on a le roi d'Angleterre et leur roi qui donne un ordre à son sénéchal de Gascogne d'entendre une plainte. Alors ce sont des bourgeois de Saint-Émilion, les Morins, dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a Raymond Morin, il y a Élie Morin, il y a Élie Messire et Barthélemy Nonance, marchands de Saint-Émilion, qui se plaignent contre un maître bâillonné, Jean d'Artiguelongue, maître d'une nef, d'une nau qui est donc s'appelle la Sainte-Marie de Bayonne, et il se plaignent également contre un maître également de nef anglais de Plymouth. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces deux capitaines de navire, ces deux maîtres de navire, ont arraisonné une cargaison de vin qui avait été donc affrétée par ces Saint-Émilionnais, quand même de 70 tonneaux de vin, et il l'estime donc à une valeur de 200 livres. Et il l'avait chargé à Bordeaux, et sur un navire donc, qui s'appelle la Notre-Dame de Saint-Malo, donc encore Saint-Malo, intéressant, et c'était destiné à être vendu en Angleterre à Southampton. Donc là, effet de la sécurité, on le voit bien, les bâillonnés sont un peu méfiants, et bon, ils se livrent à une de leurs activités favorites par moment, donc c'est la piraterie, y compris donc contre des fidèles du roi-duc, bon, à la fidélité un peu chancelante, les Saint-Émilionnais sont sur la bordure, comme le disait tout à l'heure Charles VII, et bon, ils ont peut-être eu de mauvaises informations, ils ont considéré qu'ils n'étaient pas du bon côté, donc ils ont arraisonné leur cargaison. Donc, des témoignages comme ça, voilà. Évidemment, le commerce fluvial ne peut que se ressentir de cette insécurité. Autre forme d'insécurité, c'est celle que fait ressentir toutes ces bandes de routiers, de soldats un peu démobilisés par les périodes de trêve. Je disais tout à l'heure, il y a une succession de trêves, de paix, et vous avez donc des gens qui sont payés, sont soldés pendant le conflit, et puis qui, une fois que la paix est arrivée, ne sont plus payés. Ben, comme ce sont le plus souvent des déclassés, des cadets de famille, des gens qui n'ont pas de biens, ben, ils ne rentrent pas chez eux, ils n'ont pas de chez eux, donc ils vivent sur le pays, ce sont des routiers qui s'installent dans des repères, et qui font régner une forme de terreur quand même dans les environs, et qui amènent, à force de rançonner, à force d'extorquer, à force de faire régner donc une pression vraiment importante, eh bien, qui amène des villes à se racheter de cette menace par ce qu'on appelle des pâtis ou des sous-fertes. Des pâtis ou des sous-fertes. Et dans les archives de Saint-Émilion, il y a exactement 9 pâtis, traités de pâtis ou sous-fertes, qui sont conservés et qui, donc, voilà, entre 1389 ou 91 et puis 1430, et qui attestent donc que les Saint-Émilionnais ont payé ces pâtis, donc ces paies, le pâtis c'est acheter une paix à des routiers qui les menaçaient. Alors là, voici une quittance, c'est le capitaine d'une de ces bandes de mercenaires, de routiers, Gilbert de Pellegru, capitaine de Montravel. Vous voyez que c'est quand même pas des gens qui venaient de très très loin non plus, et qui fait quittance au maire, à la commune, au bailliage de Saint-Émilion pour un bâti. Alors, ce pas des documents très très grands, vous voyez, mais néanmoins ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils témoignent de l'insécurité. Si ça vous intéresse, le dernier numéro de la revue historique de Bordeaux, vous avez un article de Guillaume Pépin, dont je parlais tout à l'heure, et où il consacre une grande partie de son papier, justement à ces pâtis de Saint-Émilion.
il les étudie bien. Il montre qu'à un moment donné, d'ailleurs, les Saint-Émilion ont payé 2 pâtis à 2 capitaines différents. Ben, oui, il y a un capitaine qui fait acheter sa protection, du moins, mais bon, il y a le capitaine d'à côté qui en veut autant, finalement. Voilà. Et en plus, parfois, il faut payer ce qu'on appelle les marques. Les marques. Alors, les marques, c'est le bétail que l'on va mettre en gage. Donc, on ne peut pas payer le pâtis, bon, on va engager du bétail, mais le bétail, il faut le nourrir. Alors, les routiers font payer la nourriture du bétail, évidemment, à ceux qui l'ont fourni. Bon, c'est un système, évidemment, assez d'extorsion, très imaginatif, comme on peut l'imaginer. On a aussi, là je vais aller vite, un recul du peuplement urbain, une forme de déprise donc urbaine, telle qu'on peut la voir là aussi à quelques textes. Alors celui que j'ai sélectionné, il vient du fond de la Saône-Majeure. Il se trouve que l'abbaye de la Saône-Majeure, qui a conservé des archives vraiment en grande quantité, avait des biens à Saint-Émilion. Et parmi les biens, donc, il y a des maisons. Et donc je suis tombé là, on savait un peu, hein, Jean-Christophe Tolgue, qui a déjà étudié la question il y a quelques petites dizaines d'années, l'avait déjà repéré. Donc voici un texte du 11 décembre 1402, où un certain Jean Arbin, qui est bourgeois de Saint-Émilion, qui reçoit donc de l'abbé, en fait pas directement de l'abbé, mais du procureur de l'abbé, un emplacement sur lequel s'élevait jadis une maison. Et on dit, elle est dorénavant en désert, elle est réduite en désert. Donc le texte, je vous ai mis là, le texte original en gascon, car ce sont des textes en gascon. Ici le passage, l'Udeit Ustau, Fusa Tumba, Ibengut, en désert. Donc l'expression déserte, ce n'est pas le désert des Tartares, hein, le désert, c'est une parcelle qui est abandonnée, qui n'a pas d'occupant, dont les tenanciers sont perdus, oubliés, morts, déguerpis, on ne sait pas. Et donc le seigneur récupère cette parcelle, qui est le plus souvent une parcelle de terre, mais là, le désert, c'est des parcelles urbaines, et on imagine qu'il doit y en avoir plus que ça. Bon, ça c'est un exemple, mais le travail qu'a pu faire Agnès Marin ces dernières semaines a montré qu'à un moment donné, effectivement, dans la partie basse de la ville, il y a des maisons hein, qui sont probablement abandonnées, et une restructuration hein, du parcellement pour quelques-unes de ces unités d'habitation. Alors voici un exemple hein, un des effets de ce recul du peuplement, un des effets de ces espaces vacants et de ces vides qui commencent à grandir dans le tissu urbain, avec la mise en place de nouveaux couvents de mendiants, puisque les couvents de mendiants à l'extramuros étaient détruits, ces mendiants, ces ordres religieux, demandent à être installés intramuros, à l'abri des remparts. Donc ça c'est un phénomène qui n'est pas propre aux seuls religieux, puisque la plupart de ceux qui habitent dans les environs font de même. On a un texte du fond de la Saône-Majeure qui montre qu'un habitant de Saint-Sulpice de Flagrance, je me souviens bien, donc s'installe en ville, donc cherche à être protégé par l'enceinte, tout au moins. Et bon, les exemples les plus connus, hein, c'est bien sûr ceux des mendiants, avec les mineurs, les franciscains, qui obtiennent un emplacement du lieutenant du roi d'Angleterre en 1378, hein, puisqu'il concède, c'est le texte ici, aux frères mineurs pour édifier leur couvent ruiné pendant la guerre, un emplacement à l'intérieur de la ville, au lieu appelé la Groslay. Bon, ce lieu où se trouve être le couvent des Cordeliers, donc s'appelait la Groslay. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de lieu, et dans la manière de désigner les espaces, on s'attend plutôt à une rue. On est en ville, hein, les rues sont attestées. On parle de lieu, comme on le dirait, d'un espace rural, à la même époque. Hein, un espace rural, on le désigne ainsi volontiers par le terme de lieu. Donc ça prouve là aussi qu'il y a, du point de vue du vide, de l'air dans cet espace urbain. Autre exemple, c'est bien sûr les Jacobins.
donc les prêcheurs, puisque en 1383, le roi Richard accorde c'est une faute, c'est pas les mineurs, j'ai inversé, voilà. Donc près du pont du Branay, pour y bâtir une église et leur manse avec un cloître, des officines et autres maisons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit sur chacune de ces façades les vestiges des occupations antérieures, qui en l'occurrence ici sont des échoppes de commerçants. Donc, pourquoi j'ai inversé? Il m'en reste une. Alors on en vient à la reconstruction et à la fin. Bon, donc on a vu le dépeuplement, on a vu les problèmes de la fortification, et bon, on sait comment la guerre de 100 ans s'est terminée avec la conquête de Charles VII et le début pour Saint-Émilion d'une nouvelle phase, celle de la reconstruction. Alors elle est très bien documentée par les archives de la commune, encore, et comme voilà, ce registre, qui est le registre de la Jurade, des délibérations du corps municipal, où l'on a donc à partir de 1456-57, je ne me souviens pas trop, mais voilà, presque au jour le jour, les délibérations de la mairie. Alors, dans ces délibérations, on trouve des mentions fort intéressantes de reconstruction. Et parmi les choses qui sont reconstruites ou qui sont construites, il y a ce qui est présenté comme étant la halle, qui va devenir aussi un espace communautaire avec donc quelque chose qui voilà, fait penser qu'on a ici tout au moins une maison commune, une des deux maisons communes que l'on mesure à Saint-Émilion. Autre effet de la reconstruction, alors parmi les opérations dont parlera probablement Agnès et David, des mesures qui ont été faites sur les charpentes, alors les charpentes ici du garage routier, par dendrochronologie, c'est donc une technique qui permet de dater les bois, et on se rend compte là que pour les charpentes de cette unité d'habitation, on est pratiquement dans cette phase de reconstruction. Donc aussi bien les textes que les vestiges que l'on peut dater par archéologie à l'année près, on voit bien que les choses redémarrent. Alors parmi les nouveautés de ces années-là, on peut évoquer l'adoption du style de France. Voilà, je l'ai marqué en titre, l'adoption du style de France. Mais le style de France, pour un juriste, c'est pas tout à fait, je dis ça, je suis pas juriste, mais bon, un juriste, c'est pas tout à fait un terme d'architecture, une expression d'architecture. Le style de France, c'est ce qui est ici illustré par la décision, la sentence qui a été prise sur cette page du 14 septembre 1459 de ce registre de la Jurade de Saint-Émilion. Le style de France, c'est une procédure judiciaire qui est très nouvelle à cette époque, et on l'appelle ainsi en raison du fait qu'elle est marquée française, capétienne, et qu'elle change radicalement les usages de traités, un certain nombre de conflits, de litiges, qui sont typiques aux régions, en particulier à la Gascogne. Alors, ce qui révèle l'adoption de ce style de France, c'est cette affaire de sorcellerie, qui a probablement défrayé la chronique de Saint-Émilion au mois de mars 1459, et dont la seule attestation documentaire se trouve là, ici, dans ces registres. Donc il s'agit d'une certaine Videla Gossen, qui a été accusée de sortilège et de feilleterie, donc elle jetait les sorts. Elle a été mise à GN. Alors, mise à GN, vous imaginez ce que c'est probablement, elle a été soumise à la torture, donc contrainte de corps, soumise à la torture. Elle a été étirée, c'est bien ce que dit le texte, elle a été étirée, voilà, ça fait froid dans le dos. Et cependant, elle n'a pas avoué. Elle n'a pas avoué. Bon, alors, pour quelle raison, je vous laisse imaginer, mais bon. Donc, on apprend qu'elle était originaire de Cadillac, de Saint-Macaire, je ne me souviens plus trop. Mais la page, du moins le chapitre se termine en disant qu'elle a été condamnée au bannissement, donc à quitter la ville et la banlieue, sous peine d'être brûlée vive. Voilà. Alors, bon, évidemment,
c'est le genre d'histoire qui est voilà, qui sort de l'habitude des chroniques que l'on lit ou des faits qui sont rapportés dans ce type de document. Parfois un peu sec, il faut le dire. Mais là, on est quand même en présence, quand on veut prendre un petit peu de hauteur, hein, sans expliquer trop longuement ce qu'est la sorcellerie, mais on veut juste... Il y a quelque chose à remarquer, effectivement, c'est que c'est la première fois, de manière documentée, que les Saint-Émilionnais usent de la contrainte de corps, alors la conquête de corps, c'est-à-dire aussi la recherche de la vérité et des preuves, donc par la torture, et cette menace également d'être brûlée vive pour des cas de sorcellerie. Et ça, c'est typiquement, effectivement, lié à ce qu'on appelle le style de France. Le style de France qui s'accompagne de ce qu'on appelle une procédure inquisitoire, par opposition à une procédure qui est accusatoire quand on a affaire donc, aux procédures traditionnelles, coutumières de résolution des conflits dans la région. Et cette procédure inquisitoire s'accompagne de la recherche des preuves par la torture, ce que les procédures coutumières refusent d'adopter. Et donc là, on a, vous voyez, des nouveautés juridiques qui sont adoptées, mais on les adopte pas pour les cas destinés à régler les délits, les litiges des Saint-Émilionnais entre eux, qui sont attachés à la coutume et aux moyens de résolution des conflits traditionnels. On se met à la mode sur ces nouveaux moyens de résolution des conflits sur des cas très marginaux. En l'occurrence, ici, bon, une affaire de sorcellerie qui concerne, en plus, une femme isolée. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'acculturation judiciaire, hein, on la voit aussi se mettre en place à Saint-Émilion. Le processus ici est parfaitement classique, hein, mais il est lié donc à la reconquête et à la mise en place d'un ordre nouveau. Et l'ordre nouveau, c'est pas seulement un ordre fiscal, mais c'est aussi un ordre judiciaire. Merci de votre attention. Merci Frédéric, c'est passionnant. Je crois qu'on ne va pas passer le temps, personne n'a vu passer le temps. Bien sûr, tu n'as pris qu'1 heure, il n'y a aucun problème. Et José, à un moment donné, je m'imaginais être en 3015 avec Frédéric Boutoul III, nous présentant la même conférence et disant, vous voyez, le maire de Saint-Émilion, président de la CDC, a trouvé les moyens de trouver de l'argent pour nos nuire, bien sûr. Et puis après, il y avait l'autre côté où la population est en train de baisser. Vous voyez, c'est la même chose actuellement, donc c'est un retour un peu aux sources. Bon, excusez-moi de juste cette parenthèse, je pense qu'il y a des questions, et la première, donc je vais passer la parole à Bernard Ledoux. Oui, alors, en ce qui concerne le retrait de Saint-Émilion, enfin, à partir de 1320 environ, qu'est-ce que vous pensez de la création de Libourne qui se fait, je crois, dans les années 1280, la nouvelle Bastille? Est-ce que sur le plan économique, il n'y a pas eu une conséquence avec le fait que Libourne est en naval, prélevé, je crois, des taxes, etc. Et a peut-être gêné le commerce saint-émilionnais, donc l'économie, donc la vie. Alors oui, incontestablement, la Bastille de Libourne, donc la création, c'est 1268, et puis très tôt d'ailleurs, Libourne a été doté de privilèges. Le roi Édouard Ier a doté la ville nouvelle, on parlait à l'époque de Villeneuve, de privilèges, pour la rendre attractive, faire en sorte donc effectivement que des habitants s'y installent, paient un certain nombre de coutumes, mais voilà, qui s'y installent. Et la preuve que l'on a que ça a touché la population de Saint-Émilion, c'est que dans les rôles gascons des années 1290 par là, eh bien, on a mention de maisons de Libourne, j'en ai relevé 3 ou 4, qui appartiennent à des Saint-Émilionnais. Donc les Morins, il y a un Escarlate, il y a 2 Morins.
Donc voilà, des Saint-Émilionnais achètent des maisons à Libourne, et d'autres d'ailleurs à la même époque sont attestés à Bordeaux aussi. Donc en fait ces Saint-Émilionnais sont sensibles à l'attraction des villes du voisinage. Alors après on peut imaginer pourquoi, parce que Bordeaux comme Libourne sont dotés de franchises. Il est probablement fiscalement plus intéressant de vivre et de faire affaire du commerce à Libourne ainsi qu'à Bordeaux, et ça explique, oui, qu'à un moment donné, bon, voilà, on a atteint le sommet de la courbe, l'apogée, et qu'ensuite, donc, la population de 5 millions, même en l'absence de recensement, est commencée à décliner. Voilà, mais ça, c'était avant avant la peste, etc. Les Saint-Émilionnais, dernier élément de réponse, étaient aussi intéressés donc, par le site de Libourne. Ce qui est troublant, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, c'est de constater qu'en 1941, vous savez, le premier texte là que je vous ai montré, donc cette charte partie, mettait un terme à la guerre avec le vicomte de Fronsac, bon, on voit quand même que l'espace qui intéresse les Saint-Émilionnais dans ce conflit avec le vicomte de Fronsac, c'est la mer de Fronsac. La mer de Fronsac, ce qu'on appelle la mer de Fronsac. Donc le texte détaille les garanties sur les nefs, sur les équipages, sur tout un tas d'embarcations qui circulent à cette époque. Les Saint-Émilionnais contrôlaient au moins, on y est en 1241, contrôlaient au moins cette partie du cours de la Dordogne sur laquelle ultérieurement a été bâti Libourne. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas il y a encore quelques mois, mais en réétudier ce texte donc, et en considérant que bon, il y a des Saint-Émilionnais dans le secteur qui sont intéressés par les perceptions de péage, bon, j'en arrive à cette conclusion. Donc oui, effectivement, ça a bien joué. Hein. Ça a participé du déclin de la ville, ou de la fin de son apogée plutôt. Le commencement de la fin. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur les précisions qui concernent la destruction des bâtiments conventuels dont vous avez parlé, qui étaient hors les murs? Je parlais des frères prêcheurs, des frères mineurs. Parce que quand on voit le reste du pan de ce qu'on appelle la Grande Muraille, c'était quand même une église assez imposante. Oui. Donc, cette destruction, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions? Elle s'est faite sur quelle période et quelle est l'origine? On dit que c'était une guerre, alors guerre de 100 ans, guerre de religion. Mais tout à l'heure, vous sembliez dire que les Saint-Émilionnais avaient participé eux-mêmes à la destruction de maisons, vous appelez style cabane, mais pas que. Oui, oui. Alors, les textes que j'ai présentés ne donnent pas, ne font pas porter la responsabilité explicitement sur un tel ou un tel, mais on connaît le scénario. Hein, quand il y a une menace, les populations retranchées, dans le cas à Bordeaux, qui est bien documenté aussi, donc on fait le vide autour pour éviter qu'une armée de siège ne puisse profiter de ces grands bâtiments pour s'installer solidement, et puis limiter ensuite les accès, limiter les approvisionnements et attendre que la ville se rende, tout simplement. Donc si on leur enlève cette possibilité, effectivement, ils ne peuvent pas s'abriter derrière des constructions. Combien de temps? On soupçonne que ça a dû commencer en 1938, puisque la première alerte, donc ça arrive assez vite, avec aussitôt après la commise, et le texte qui est présenté là, donc c'est un texte de 1340, début de 1340, janvier 1340, et là le roi parle de l'ère de la destruction. Donc il a suffi de quelques mois pour que ça soit détruit. Alors détruit, on a plutôt démonté. Comment on le fait? C'est-à-dire, on abat des pans de murs, on enlève les pierres ou on les laisse. Probablement que on a dû les récupérer aussi, ces pierres. Où sont-elles venues? Je ne sais pas. Là, on se pose la question. Donc, on ne peut pas répondre à tout. Le fait est qu'il reste un pan donc, du couvent des prêcheurs, c'est les Grandes Murailles. En revanche, en ce qui concerne les mineurs ou menus, il n'en reste rien. Donc là, ça a été table rase. Et pendant les 40 ans, entre la destruction et la réinstallation, qu'est-ce qu'ont fait les moines? Ils étaient où Ah, excellent. On ne sait pas. Probablement,
probablement dans des habitations de l'intérieur de la ville, hein, parce que la plupart des gens de cette époque, effectivement, cherchaient des refuges abrités derrière des fortifications. Les fortifications les plus proches, c'est celles de la ville, évidemment. Des maisons vides, il ne devait pas manquer. Hein, on est après la guerre, la peste, donc des maisons vides, il devait y en avoir. Donc, bon, ils ont dû avoir un hébergement temporaire, ça c'est le scénario que l'on imagine, hein. Mais il leur manquait les équipements collectifs dignes d'un couvent, c'est-à-dire un cloître, c'est-à-dire une chapelle. C'est la raison pour laquelle donc, ils ont bénéficié après de ces revenus. En fait, pendant cette période-là, c'est les seuls chantiers qui ont dégagé, on est dans les années 1380, c'est les seuls chantiers qui ont dégagé des revenus dans cette période de déclin, de crise, de dépeuplement quand même. Oui, David, pardon. Durant toute cette période, mis à part 1453, oui. Saint-Émilion n'a jamais été attaqué finalement. Mais jamais. C'est l'impression que les ont été soit volontaires, soit par la vétusté. Alors, je me pose quand même une question à propos de 1377, l'offensive du duc d'Anjou et du duc Guesclin, bon, qui, on sait par les sources, bon, qu'ils arrivent à Castillon, qu'ils sont à Libourne, donc peut-être sont-ils passés par Saint-Émilion, mais c'est pas indiqué. Voilà, donc oui, moi je pense pas qu'il y ait eu de véritables sièges. Du reste, à propos des bâtis, des routiers, hein, dont on parlait tout à l'heure, bon, ils sont probablement venus, ils se sont manifestés, ils sont révélés menaçants, parce qu'ils sont menaçants. Ils n'ont pas besoin de faire sentir leur menace sur la ville elle-même. Il suffit qu'ils rançonnent les gens qui passent, et c'est ce qui se passe en règle générale. On a des textes comme par exemple ce qu'on appelle le livre de vie de Bergerac, bon, qui relate entre 1379 et 1381 tous les méfaits, excès, exactions dont les routiers de cette garnison des environs se sont rendus responsables vis-à-vis des Bergeracois qui, parce qu'ils allaient faire paître leur bétail à l'extérieur, parce qu'ils marchandaient, enfin bon voilà, ils faisaient leur travail de Bergeracois, et ils se faisaient rançonner, donc on sait qui sont les rançonneurs, qui sont les rançonnés, quelles sont les valeurs, les homicides, quand il y a des homicides, et bon, probablement qu'il s'est passé la même chose dans les environs de Saint-Émilion vis-à-vis de la population de Saint-Émilion. Et bon, cette menace étant, ça leur suffit pour recevoir les bâtis. On en a 8, je pense qu'il y en a eu d'autres. Est-ce qu'on a une idée de l'estimation de la population à cette époque? Et une autre question, les langues utilisées quand Saint-Émilion a envoyé des textes en Angleterre, et les réponses de l'Angleterre vers Saint-Émilion. Pour la deuxième question, la langue qu'ils utilisaient. En fait, on a... alors, dans le texte que je vous ai montré, hein, c'est l'histoire des tonneaux, hein, en 1312, pour racheter le droit d'élire le maire. Voilà. Donc, c'est un texte en latin. Donc, bon, et ce qui est, somme toute, assez courant, parce qu'il y a des clercs de ville qui ont fait des études, qui sont... En plus, il écrit bien celui-ci. Hein. Donc, du latin. La réponse est invariablement en latin. Je vais dire invariablement, pas toujours quand même. Même dans les rôles gascons, on voit que la langue de cour, qui est à l'époque en usage en Angleterre, qui est donc le français, pas l'anglais, c'est le français. Alors le français de Languedoy, hein, ou l'anglo-normand, comme on dit aussi. Le texte de Jean de Lancastre tout à l'heure, la réponse est en anglo-normand. Donc c'est le français de Languedoy, si vous voulez. Et et le gascon, pour finir. Donc les pétitions, on a des pétitions qui sont adressées au roi par les communautés de la Gascogne, mais on en a rarement en fait en gascon. Le plus souvent, ils essaient de s'exprimer donc soit en français de Languedoy, soit en latin. Hein, et ils utilisent assez peu le gascon. Et la réponse est peu, on n'a pas de réponse en gascon. Et quant à la population, alors bon, ça c'est toujours la question, j'allais pas dire piège, mais à laquelle on ne sait pas trop répondre. Parce qu'on n'a pas de données chiffrées. Ce que l'on sait, c'est que à la fin du conflit, au moment de la reconquête,
bon, la population de la ville est estimée à peu près 200-300 feux. Ça fait un bon millier d'habitants. Voilà. Mais dans une lettre que les Saint Millionnaires adressent au roi Charles VII, bon, ils se plaignent qu'il va y avoir des impôts qui sont trop pauvres parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux qu'ils étaient par le passé, et ils disent que la population est passée de 2000 feux à 200 feux. Donc, quelque part, le rapport de dixième, on ne croit qu'à moitié. Mais pour ce qui est de l'état des feux, donc des foyers fiscaux à l'époque de Charles VII, on a des moyens de recouper. On a les registres de taille. Vous savez, la taille, c'est un impôt que les habitants payent. Et dans les archives de 7 millions, on a conservé des registres de taille où, voilà, on arrive à avoir 220, 230, 240 foyers fiscaux. Donc, pour ça, ils sont pas loin de la réalité. Pour l'autre extrême, là, on est dans l'incertitude. On est obligé ensuite de procéder par comparaison. On sait que, bon, Saint-Émilion, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, c'est la deuxième ville du diocèse de Bordeaux, hein, puisque c'est une agglomération, il y a 2 couvents de mendiants, Bordeaux il y en a 4, et puis dans les autres agglomérations considérées comme des villes à cette époque, il n'y a qu'un couvent de mendiants, c'est Macaire, l'Espar, voilà. Donc on est dans une position seconde de l'armature urbaine, avant la création de l'Église, évidemment. Donc là, voilà, 2000, 3000 habitants, c'est la fourchette. 3000, à mon avis, c'est trop. Je pense qu'on est plus proche de 2000, peut-être un peu moins, mais depuis le temps que j'ai réfléchi à ça, je n'arrive pas à accrocher quelque chose, parce qu'on considère le périmètre enclos, en disant, bon, voilà, il y a un espace clos qui est assez important, donc il doit y avoir... Mais on mesure bien, et ça c'est le travail d'Agnès et de David, que le bâti est dense quand même, hein. Il y a des constructions, donc il faudrait être en mesure d'avoir une cartographie presque totale des unités parcellaires de cette époque, de ces unités d'habitation. Bon, c'est encore très très loin d'être le cas. Donc je sèche. 2 questions rapides s'il vous plaît. Les pères, c'était qui ces gens-là? Alors, les sans-pères. Les sans-pères, ouais. C'est dans les municipalités de cette époque, donc on parle de la commune, on parle des jurats, des pairs et puis du maire. En fait, ce sont des bourgeois éminents. Hein, est-ce qu'ils sont arrivés à en avoir autant tout le temps? Je me pose la question. En fait, ce n'est ni plus ni moins que l'application des modes de gouvernement urbain prévus par ce qu'on appelle les établissements de Rouen. C'est une grande coutume, si vous voulez, Rouen. Donc, dans l'ouest de la France, les établissements de Rouen ont été appliqués dans le courant du XIIIe siècle en particulier. Et là, on a reproduit l'organisation municipale qui était prévue dans les établissements de Rouen, dont le corps des pairs. Et puis, ils ne sont pas tout le temps mentionnés, les pairs à Saint-Émilion. Donc, il y a des moments, bon, on évoque la commune, on évoque des jurats qui sont en fait la commune, hein, parce qu'on est membre de la commune parce qu'on a prêté serment, hein, et le jurat, c'est lui qui a prêté serment, donc il doit respecter les privilèges de la commune, et puis il y a le maire. Ils allaient à Londres pour négocier, ils étaient envoyés à Londres pour négocier? Alors, ils n'allaient pas forcément eux-mêmes à Londres, hein, ils pouvaient le plus souvent donc envoyer des messagers. On a des villes qui payent des messagers, qui peuvent être d'ailleurs des bourgeois de la commune, négocier quand il fallait le faire, oui, mais on imagine assez bien qu'il y a un aller-retour assez de gens qui partent donc, soit pour en faire, mais qui en ce moment-là donc on profite de cet itinéraire pour servir les intérêts de la commune quand ils ont une pétition à porter, et des pétitions on en a conservé. Il y a le site des archives nationales anglaises, qu'on appelle le TNA, qui présente des pétitions des sujets de la Gascogne anglaise. Et vous cherchez sur le site et vous tombez sur 3 ou 4 de ces pétitions portées par les Saint-Millionnaires. D'accord. Et la valeur de la livre était à combien à l'époque? Je sais. Il y avait une question, madame. Les femmes à l'époque, les religieuses. Alors, à Saint-Émilion, est-ce qu'on avait des religieuses?
Non, alors, les religieuses les plus... Je vais répondre à votre question parce que, effectivement, moi je me pose aussi ce type de questions. Tout simplement parce que le monachisme féminin dans les sociétés de cette époque, est aussi une réponse, une adaptation à des contraintes successorales. Donc c'est une réponse sociale à un besoin de la société. Et donc on cherche à voir où sont implantés les couvents féminins pour voir si effectivement les sociétés locales sont en mesure d'apporter des réponses à ces besoins-là. Alors localement, il n'y en a pas, mais néanmoins, il y a les moniales de Sainte-Geneviève de Fronsac. Il y a un petit couvent de moniales à Fronsac, qu'on appelle Sainte-Geneviève, et qui est dépendant d'un couvent de bénédictines qui est situé en Angoulême, Sainte-Ozone d'Angoulême. Et en fait, les moniales de Fronsac ont des biens ici, à Saint-Julien. C'est attesté 13e, 14e siècle, ils ont des biens. Donc en fait, les Saint-Émilionnais connaissent parfaitement le monachisme féminin, puisqu'ils sont amenés, s'ils ont des biens du côté de Saint-Julien, à payer les redevances à ces moniales-là. Donc on peut imaginer qu'il y a des familles de bourgeois qui souhaitent, pour alléger les contraintes successorales, placer une fille, c'est dans ça finalement, donc une fille dans un de ces monastères, ils le pouvaient dans la mesure où celui-ci était un véritable aspirateur. Et puis ensuite, donc, il y avait de l'autre côté, les Sauvois, les moines de la Somme majeure, avaient non pas une communauté monastique de femmes à côté des hommes, non, ça existe, c'est les monastères doubles, on en a en Angleterre, il y en a un célèbre dans le Limousin. Néanmoins, quelques-uns de leurs prieurés étaient des prieurés spécifiquement féminins. Alors il y en a un, c'est à Talence, un petit prieuré. Il y en a un autre en Quercy, qui s'appelle Poumaret, si je me souviens bien. Voilà, et les Sauvois, vous le savez, je le disais tout à l'heure, donc ils ont des biens ici, et quelques-uns des paysans ou des bourgeois qui versaient leurs redevances aux Sauvois, donc pouvaient être informés de l'existence de ces communautés féminines. Voilà. Quand tu parles de la parcelle Saint-Julien, c'est en face de la... Oui, de la porte bourgeoise. Mais sur les cartes, il y avait marqué qu'il y avait un cimetière. Oui. Alors, peut-être pas important, mais effectivement, il y avait un cimetière parce qu'on est là sur un hospice, alors qui est attesté au XIVe siècle, à peu près à la même époque que la léproserie de la Gafferie. Donc on est là sur des équipements aussi assez urbains, c'est-à-dire la mise en place de structures hospitalières, pour l'accueil d'une part donc, des malades, des lépreux, et d'autre part des pèlerins. Ce pas des structures qui sont intramuros, que l'on met volontiers à la sortie ou à l'entrée des villes, mais sur ces axes de passage qui amènent les gens, voilà. Les lépreux, donc, j'imagine, c'est la Gafferie. Je crois que... On ne s'arrêterait pas. Merci beaucoup, Frédéric, de cet excellent exposé. Si vous avez des questions, il est à votre disposition, bien sûr. Je vais vous demander, comme à chaque fois, et pardon, juste 30 secondes. Il a été tellement bon que je vais lui demander quelque chose. J'ai porté, c'est pas un document, c'est une pièce, et comme on a parlé d'une certaine langue tout à l'heure, je pense que c'est dans cette langue, je ne sais pas, mais c'est une pièce qui a été découverte à l'office de tourisme de Saint-Émilion, voilà, qui était dans un coin que j'ai amené, et j'aimerais que tu puisses nous le traduire. Non, pas ce soir, mais j'aimerais que tu puisses nous le traduire de façon à ce qu'on puisse la mettre en avant et pouvoir la présenter au Saint-Émilionnais. Voilà. Merci Frédéric. Je ne vais pas vous le faire de suite, comme ça, au point d'improvisant, je pourrais dire n'importe quoi, mais bon, je ne préfère pas, derrière ma réputation. Mais oui, c'est très intéressant, c'est du bon, il faudrait le lire attentivement, mais c'est, bon, pour le médiéviste que je suis, un peu loin, puisqu'on est là en 1774.
Donc on est plutôt assez près de la fin de l'époque moderne. Ouais, en plus c'est une belle capitale classique comme on dans cette époque. Donc je vois des choses qui concernent les consuls, c'est-à-dire le corps municipal. Et puis après, donc, il faudrait détailler. Vous savez, le mieux c'est que j'en ai une photo.